Bonjour, chers amis qui nous suivent toujours à travers Galsencourt. Galsencourt qui est tout simplement une scène qui répond tout simplement aux besoins de l'éducation. Bon, aujourd'hui, on va essayer de progresser avec le chapitre qui est l'immunologie. Immunologie, bon, nous avions été, comment dirais-je, entamé la première partie qui était tout simplement les organes et les cellules du système immunitaire. Maintenant, dans cette vidéo, on va parler tout simplement de tout ce qui est du groupe sanguin, c'est-à-dire notion de soi dans sa globalité. On est d'accord? Maintenant, comme vous le savez, on avait presque énuméré tas de choses au niveau de la première vidéo. Si vous n'êtes pas encore si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous conseille d'aller le regarder avant de continuer avec la deuxième partie. D'accord? Maintenant, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les autres notifications. Donc, on va parler aujourd'hui notion d'intégrité. D'accord? C'est la suite de la première partie. Maintenant, on nous dit notion d'intégrité. On dit l'organisme, grâce au système immunitaire, est capable de reconnaître ce qui lui appartient et de lutter contre les corps étrangers, c'est-à-dire les microbes. Si on nous dit corps étranger, c'est tout ce qui n'appartient pas à l'organisme. Et tout ce qui appartient à l'organisme n'est pas un corps étranger. Donc l'organisme, grâce au système immunitaire, nous savions bel et bien que le système immunitaire défend l'organisme. C'est-à-dire quand le système immunitaire, quand l'organisme est perturbé, c'est le système immunitaire qui intervient pour rétablir tout ce qui était anormal, c'est-à-dire corriger les choses en éliminant tout simplement les microbes, défendre le système dans sa globalité. Donc le système immunitaire est tout simplement un système de défense qui défend l'organisme contre les microbes. Donc l'organisme, grâce à ce système de défense, est capable de reconnaître ce qui lui appartient et de lutter contre les corps étrangers, c'est-à-dire les microbes. Une fois qu'un microbe entre dans l'organisme, c'est le système immunitaire qui va lutter contre ce microbe pour l'éliminer tout simplement afin de maintenir la stabilité de l'organisme. On est d'accord? Maintenant, il possède, c'est tout simplement l'organisme, il possède des systèmes de défense efficaces. L'organisme possède des systèmes de défense efficaces. Donc l'organisme en permanence cherche à se conserver tel qu'il est. L'organisme en permanence cherche à se conserver tel qu'il est, de rester intact et de préserver son identité biologique. Si on dit identité biologique, c'est tout simplement son intégrité. Donc, si on dit notion d'intégrité, n'est-ce pas? Notion d'intégrité, c'est tout simplement que l'organisme, grâce au système immunitaire, est capable de reconnaître ce qui lui appartient et de lutter contre les corps étrangers. Donc, l'organisme reconnaît bel et bien ce qui lui appartient et ce qui ne lui n'appartient pas. Donc, si l'organisme retrouve un corps étranger dans son forfait intérieur, c'est le système qui va venir lutter contre ce corps étranger afin de le détruire pour maintenir la stabilité de l'organisme. Donc, l'organisme possède des systèmes de défense qui luttent contre les corps étrangers. N'est-ce pas? En permanence, il cherche tout simplement à conserver tel qu'il est, de rester intact et de préserver son identité biologique. On parle d'intégrité. De 1, c'est notion de soi. Notion de soi, ça veut dire quoi? Si on vous parle de notion de soi, c'est que le soi est l'ensemble des organes. On avait énuméré les organes et les cellules du système immunitaire. Les organes, on avait parlé de tout ce qui est de thymus, moelle osseuse, ainsi de suite. D'accord? Donc le soi est l'ensemble des organes, tissus, cellules et molécules propres à un individu. Un individu, ça veut dire une personne, n'est-ce pas, a des organes, a des tissus, a des cellules et des molécules qui lui est tout simplement propre, n'est-ce pas? Ces organes et ces molécules-là sont propres à cet individu. Donc le soi est l'ensemble des organes,
tissus, cellules et molécules propres à un individu. C'est ça un soi, n'est-ce pas? Il résulte de l'expression du programme génétique. C'est-à-dire, si on dit programme génétique, c'est des génomes, n'est-ce pas? De la cellule œuf, qui est tout simplement zygote, cellule souche, n'est-ce pas? Cellule du départ, cellule de départ, autant pour moi. D'accord. L'identité biologique d'un individu est liée à la présence de molécules à la surface des cellules dans le plasma. Si on nous dit plasma, c'est tout simplement partie liquide du sang constituée de l'eau, de sels minéraux, de molécules organiques. Si on dit molécules organiques, c'est tout simplement protéines, glucides, etc. Dans laquelle se trouvent en suspension des hémocytes, des leucocytes et des plaquettes. Donc le plasma sert tout simplement à transporter les cellules sanguines et hormones aussi à travers le corps. C'est ça le rôle du plasma. N'est-ce pas? Maintenant, ces molécules sont des marqueurs biologiques de l'identité. Marqueurs biologiques. Les marqueurs les plus anciens connus sont ceux des hémocytes, ceux des groupes sanguins et des facteurs rhésus. Il y a aussi les marqueurs du système HLA ou CMH. Donc, ces termes-là, on va les éclaircir après. Hein? Ne vous inquiétez pas. Maintenant, là, je vous conseille tout simplement de savoir ce qui veut dire tout simplement le soi. N'est-ce pas? Le soi est tout simplement l'ensemble des organes, tissus, cellules et molécules propres à un individu. Ces organes, ces tissus et ces cellules, molécules-là sont propres à un individu. Chaque individu a son propre identité. C'est ce que ça signifie. On continue. D'accord? Ces thèmes-là, on va les éclaircir après. Maintenant, on avait énuméré les marqueurs des groupes sanguins du système ABO. Vous connaissez le système ABO, les groupes sanguins, groupe A, groupe B, groupe AB et le groupe O. D'accord? C'est ça, les sanguins, les groupes sanguins du système ABO. Maintenant, on nous dit que ces marqueurs ont été découverts ou identifiés en 1901 par Karl. Karl est tout simplement médecin autrichien. Maintenant, avant la découverte de ces marqueurs-là, parce que c'est Karl qui a fait ces découvertes des marqueurs. Maintenant, avant la découverte de ces marqueurs, les transfusions sanguines étaient limitées. Pourquoi? En raison des accidents fréquents. Au début, la transfusion sanguine était limitée parce qu'on observait des accidents. N'est-ce pas? Maintenant, en effet, certains mélanges sanguins sont incompatibles. Ça, vous le savez. Certains mélanges sanguins sont incompatibles. Ils entraînent des réactions d'agglutination mortelles. Il y a des personnes qui ne peuvent pas mélanger et qui ne doivent même pas mélanger leur sang. Ça, on va les éclaircir après. Ne vous inquiétez pas. On essaie tout simplement d'énumérer les choses. N'est-ce pas? Ils entraînent des réactions d'agglutination mortelles. L'examen microscopique des hémocytes, n'est-ce pas, permet d'identifier deux types d'antigènes naturels, c'est-à-dire les marqueurs appelés agglutinogènes A et B. On est d'accord? Ils sont présents à la surface de la membrane des hémocytes. Si on dit hémocyte, c'est globule rouge du sang. Hémocyte, c'est tout simplement globule rouge du sang. Agglutinogènes, c'est des anticorps, anti-A, anti-B. N'est-ce pas? Voilà. Et dans le plasma, on trouve des anticorps naturels ou agglutinines. Voilà, là j'ai fait une confusion. Agglutinogènes, c'est tout simplement des antigènes. Antigène A et antigène B. N'est-ce pas? Maintenant, à la surface de la membrane des hémocytes, c'est-à-dire les globules rouges, on trouve des antigènes A et B. Dans le plasma, on trouve des anticorps naturels ou agglutinines. Si on dit agglutinine, on fait allusion tout simplement aux anticorps. Donc agglutinine égale anticorps. Anti-A et anti-B. Anti-A et anti-B se trouvent au niveau du plasma. Et les antigènes
se trouve tout simplement au niveau des hématies. N'est-ce pas? Voilà. Donc, ces marqueurs permettent de définir quatre groupes sanguins. Ces marqueurs-là permettent de définir 4 groupes sanguins qui sont A, B, AB et O. Maintenant, tout cisé, selon le système ABO, possède l'anticorps contre l'antigène qu'il ne possède pas. Tout cisé, selon ce système ABO, possède l'anticorps contre l'antigène qu'il ne possède pas. Ça aussi, c'est vrai. Ça veut dire quoi? Si la personne est du groupe A, il possède l'anticorps anti-B. Si la personne est du groupe B, il possède l'anticorps anti-A. On va y revenir pas à pas. D'accord? On va éclaircir les groupes sanguins, les anticorps anti-A, anti-B, tu vois. Voilà. Tout ça, on va les éclaircir. On essaie tout simplement de donner... Bon... On essaie tout simplement d'éclaircir un peu les choses avant de continuer, quoi, en fait. Voilà. Donc, retenez-vous bien, tout cisé selon ce système ABO possède l'anticorps contre l'antigène qu'il ne possède pas. D'accord? Par exemple, la personne du groupe A a les anticorps anti-B. Et la personne du groupe B a les anticorps anti-A. C'est ce que ça signifie. N'est-ce pas? Voilà. L'expression de ces antigènes est gouvernée par un gène présent sur le chromosome 9 et ayant 3 allèles A et B, codominants et O récessifs. On continue, on va comprendre après. Voilà, je vous donne ce tableau. Ce tableau-là vous permet de bien comprendre ce que je disais tantôt. Maintenant, ce tableau-là, on a ici groupe sanguin A, B, O. Surface des hématies, j'avais dit que les antigènes, on les observait au niveau de la surface des hématies. On a antigène A, B, AB, là néant. Plasma, j'avais dit que les anticorps se trouvaient tout simplement au niveau du plasma. Anti-B, anti-A, néant, voilà. Vous voyez? Donc ça signifie quoi? La personne du groupe A a des antigènes A qui se trouvent au niveau de la surface des hématies et possède des anticorps anti-B au niveau du plasma. La personne du groupe B a des antigènes B, anticorps anti-A. La personne du groupe sanguin AB a des antigènes AB et ne possède pas des anticorps. La personne du groupe AB possède des antigènes AB et ne possède pas d'anticorps. Et la personne du groupe O ne possède pas d'antigènes et possède des anticorps anti-A et anti-B, les deux à la fois. C'est ce que ça signifie. Ça veut dire quoi? Ici, on peut dire que si la personne est du groupe A, il peut donner son sang à une autre personne du groupe A. Mais la personne du groupe A ne peut pas donner son sang à la personne du groupe B. Pourquoi? Parce que la personne du groupe B a les anticorps anti-A. Si la personne du groupe B donne son sang à la personne du groupe A, il y aura agglutination. Pourquoi? Parce que la personne du groupe B possède des anticorps anti-A. Donc cela ne va pas passer. Il y aura une agglutination. D'accord. Maintenant, là, on voit que O, la personne du groupe O, n'a pas d'antigène et il a des anticorps anti-A et anti-B. Donc retenez-vous bien que la personne du groupe A, du groupe O, peut donner son sang à la personne du groupe A, à la personne du groupe B et aussi à la personne du groupe AB. Pourquoi? Parce qu'il ne possède pas d'antigène, il n'a pas de microbe. Il n'a que des anticorps anti-A et anti-B. Raison pour laquelle on dit que la personne du groupe O est tout simplement le donneur universel. Regardez ici, la personne du groupe A. Est-ce que la personne du groupe A peut donner son sang à la personne du groupe A et à la personne du groupe B ou à la personne du groupe O? Non.
regardez, la personne du groupe AB a des antigènes AB, mais il n'a pas d'anticorps. Donc la personne du groupe AB ne peut pas donner son sang à la personne du groupe A, du groupe B ou du groupe AB. Pourquoi? Parce qu'il a des antigènes AB et il n'a pas des anticorps et il ne possède pas d'anticorps. Donc, la personne du groupe AB peut donner son sang à la personne du groupe AB lui-même. Raison pour laquelle on dit que le groupe sanguin AB est le groupe récessif. N'est-ce pas? C'est le donneur récessif, autant pour moi. C'est le receveur. Je me suis trompé. D'accord? La personne du groupe AB ne peut pas donner son sang à la personne du groupe A, à la personne du groupe B ou à la personne du groupe O. Il ne peut donner son sang à la personne du groupe AB. Raison pour laquelle on dit que AB est le receveur universel. On est d'accord? O, le donneur universel, AB, le receveur universel. D'accord? Voilà. On va donner un exercice sur ça pour que vous puissiez comprendre. Là, on dit que la rencontre d'un agglutinogène du donneur avec l'agglutinine du receveur correspond et suivi d'une agglutination. Par exemple, si la personne est du groupe A et qu'il donne son sang à la personne du groupe B, il y aura agglutination. Pourquoi? Parce que la personne du groupe A possède les antigènes anti-A. Donc, il y aura forcément agglutination. En effet, pour réussir une bonne transfusion sanguine, le plasma du sérum ne doit pas contenir des anticorps capables de s'unir, agglutiner aux antigènes, n'est-ce pas, se trouvant à la surface des hémocytes des donneurs. C'est-à-dire, pour réussir une bonne transfusion, par exemple, si la personne est du groupe A, il peut donner son sang à la personne du groupe A ou même à la personne du groupe AB. Pourquoi la personne peut donner son sang à la personne du groupe A? La personne du groupe A peut donner son sang à la personne du groupe A. Pourquoi ça? Parce que la personne du groupe A, qui est ici un receveur, n'a pas les antigènes anti-A. Il a les antigènes anti-B. Et la personne qui lui donne son sang est du groupe A, donc forcément, il n'y aura pas d'agglutination. N'est-ce pas? Autrement dit, les hémocytes du donneur ne doivent pas être agglutinés par les anticorps du receveur, n'est-ce pas? On va faire un exercice. Voilà, ça c'est un résumé. Retenez-vous bien que le groupe O peut donner son sang au groupe A, peut donner son sang au groupe B et peut donner son sang au groupe AB. Donc, O est un donneur universel. Et aussi, le groupe O peut donner son sang à une personne du groupe O lui-même. Regardez là, AB. AB peut donner A. Autant pour moi, là c'est A. La personne du groupe A peut donner son sang à la personne du groupe A lui-même et à la personne du groupe AB. La personne du groupe B peut donner son sang à la personne du groupe B lui-même, mais aussi il peut donner son sang à la personne du groupe AB. AB, la personne du groupe AB peut donner son sang à la personne qui est du groupe AB lui-même. Donc AB est un receveur universel. Voilà, si vous regardez bien ce schéma, vous allez comprendre tout simplement. Tout ce que je venais de dire a été résumé dans ce schéma. O peut donner à tout le monde, A peut donner à A et à B, B peut donner à B et à AB, AB peut donner lui-même seul. Voilà. On va traiter cet exercice parce que vous allez comprendre. Si vous avez compris tout ce que je venais de dire, vous devez être capable de résoudre cet exercice. On dit compléter le tableau suivant en représentant par un signe plus les cas d'agglutination et par un signe moins l'absence d'agglutination. Ça veut dire quoi? S'il y a agglutination, vous remplacez par un signe plus. N'est-ce pas? S'il y a l'absence d'agglutination, vous représentez un signe moins. Ça veut dire quoi? Si par exemple, la personne du groupe A, s'il peut donner son sang à la personne du groupe A,
là, vous regardez, si la personne du groupe A qui est un donneur, s'il a les anticorps anti-A, là, bon, il y aura forcément une agglutination. Mais est-ce que la personne du groupe A peut donner son sang à la personne du groupe A? Oui, effectivement. Effectivement, la personne du groupe A peut donner son sang à la personne du groupe A. Pourquoi? Parce que le receveur qui est ici du groupe A n'a pas les antigènes anti-A, il a les antigènes anti-B. Donc, il n'y aura pas d'agglutination. Cette transfusion est bel et bien possible. Donc, c'est un signe négatif. Là, la personne du groupe B, est-ce qu'il peut donner son sang à la personne du groupe A? Là, ce sont les donneurs. Regardez bien, donneurs. Là, ce sont les donneurs. Là, ce sont les receveurs. Maintenant, la personne du groupe B, est-ce qu'il peut donner son sang à la personne du groupe A? Regardez, le receveur, il est du groupe A, n'est-ce pas? Il a les anticorps anti-B. Forcément, il y aura agglutination. Cette transfusion n'est pas possible. C'est un signe positif. Maintenant, la personne du groupe AB, est-ce qu'il peut donner son sang à la personne du groupe A? On avait dit que AB est un receveur universel. Il ne peut pas donner son sang ni à la personne du groupe A, ni à la personne du groupe B, ni à la personne du groupe O. Il ne peut donner son sang uniquement à la personne du groupe AB. Donc, si on fait cette transfusion, il y aura une agglutination. Maintenant, est-ce que O, la personne du groupe O, peut donner son sang à la personne du groupe A? O, on avait dit que c'est un donneur universel. Il peut donner toutes les personnes, n'est-ce pas? Il peut donner toutes les personnes. Donc, il n'y aura pas d'agglutination. C'est un signe négatif. On vient là. A, est-ce qu'il peut donner à B? Regardez, là, la personne du groupe B, qui est un receveur, a les anticorps anti-A. Donc, il y aura agglutination, c'est un signe positif. Maintenant, c'est ce raisonnement-là que vous allez suivre pour terminer l'exercice. Donc, je vais tout simplement donner les réponses. Si vous n'avez pas compris ou bien si vous n'êtes pas d'accord, bon, écrivez-moi en commentaire. Comme ça, nous allons échanger des idées. Voilà. C'est ça. On continue. On va parler de marqueurs du facteur résist. À ces 4 groupes sanguins, qui sont tout simplement groupe A, groupe B, groupe AB et groupe O, s'ajoute le facteur résist positif, RH+. Le facteur résist correspond tout simplement à la présence d'un antigène supplémentaire D à la surface des hématocytes. Donc, le facteur résist correspond tout simplement à la présence d'un antigène supplémentaire D à la surface des hématocytes. N'est-ce pas? On avait dit que c'est à la surface des hématocytes qu'on retrouvait les antigènes A et B. Maintenant, une fois qu'on trouve antigène D qui est tout simplement un antigène supplémentaire, n'est-ce pas? Cela signifie qu'il y a un facteur résist positif. On est d'accord? Maintenant, les individus de facteur résist RH- n'ont pas ce type d'antigène D, mais ils ont anticorps anti-D dans leur plasma. J'ai dit, à la surface des hématocytes, on peut retrouver l'antigène supplémentaire D, n'est-ce pas? Maintenant, il y a le facteur résist RH-. Les personnes de facteur résist RH- n'ont pas l'antigène supplémentaire D, mais ils ont tout simplement anticorps anti-D dans leur plasma. C'est ce que ça signifie. On peut être d'un groupe sanguin et posséder ou non l'antigène D. C'est-à-dire, on peut être dans le groupe A, B, AB ou O. Si on est dans ces groupes-là, on peut avoir l'antigène D ou on ne peut pas avoir l'antigène D. Ce n'est pas forcé. On peut trouver une personne qui est du groupe A, qui possède antigène D, donc là, il a un facteur résist A+. Si la personne est du groupe O et il ne possède pas l'antigène D, il a forcément l'anticorps D. N'est-ce pas? Ce n'est pas forcé, mais il peut y avoir l'antigène D. Donc là, il sera
O+. S'il n'a pas l'antigène D et qu'il a l'anticorps anti-D, là, il a le facteur résiste O-. C'est comme ça qu'on raisonne. Voilà. C'est pas forcé, je peux dire. Vous pouvez être dans un groupe sanguin. Vous pouvez, si vous êtes dans un groupe sanguin, vous pouvez avoir anti-G, comme il est possible que vous ne possédez pas l'antigène D. Il est possible que vous possédez anticorps anti-D ou vous ne possédez pas l'anticorps anti-D. C'est des cas, bon, c'est pas forcément, c'est des cas tout simplement. Voilà, c'est ça.